Assez rapidement, je voudrais d'abord faire un petit point d'information. On a dans ce colloque je porte un petit événement, la sortie d'un ouvrage sur 46 textes, 46 commentaires de textes sur la clinique hospitalière, parce que je trouve que, en lien avec le colloque, mais en lien aussi avec l'atelier, il y a des changements, il y a des mutations, comme on a entendu ce matin, et il faut, dans ces cas-là, il y a nécessité d'un retour sur l'histoire. Et donc, Pierre de Lyon a accepté de signer, pour ceux qui veulent, à la pause de 16h45, ce livre. Ça, c'est un petit point d'information, mais un plus grand point d'information par rapport à la question du domicile, d'une nouvelle organisation. C'est un atelier préparé communément, comme notre animateur l'a expliqué, entre Cran-Marine et le pôle, et un pôle, enfin, on n'est pas encore un pôle, parce que justement dans les normes, la MRSH c'est aussi compliqué, mais en tout cas une association de chercheurs, on pourrait dire, qui travaillent ensemble déjà depuis 2 ans, même plus que ça. Et on a commencé à travailler sur la loi 2011, et puis on en est venu assez vite à des questions par rapport au domicile, comme objet vraiment transversal. Alors quand je dis pôle, on a dans ce pôle Mathias, mon voisin, juriste, mais on a des médecins généralistes, on a des psychologues, on a des sociologues, on a des chercheurs également sciences de l'éducation, hein, parce que la question vraiment du domicile croise cette question qu'on essaye justement d'aborder aujourd'hui et dans ces journées, c'est la question des mutations, hein, vraiment du point de vue de la clinique institutionnelle. Mutations à plusieurs niveaux. Des mutations, c'est ce qui nous a amené, nous, à réfléchir, en tout cas, à cette question de la santé. Comment la santé devient quelque chose qui s'individualise, hein, et du coup qui devient la responsabilité, presque. On responsabilise de plus en plus les familles, les patients, et on parle de moins en moins de patients d'ailleurs. On parle plutôt d'usagers, on parle même à certains moments malheureusement de clients. Bon, à ce niveau-là, déjà, une grande mutation, qui est l'objet des soins. Une autre mutation importante, je reprends un peu les propos de Roland Gori de ce matin, il parlait de séquestration à domicile. Et on a été aussi, justement dans ces rencontres, séminaires, plus participation à des colloques. En mars dernier, par exemple, à Prisme, on s'est intéressé justement à cette question du domicile à travers même les bracelets électroniques, la façon dont dans la loi aussi, on commence, dans la loi 2011, on commence à avoir cet esprit-là, c'est-à-dire une surveillance à domicile. Et également, voilà, bien qu'on ait là une grande habitude, une grande histoire avec le travail à domicile, mais qu'est-ce que, petit à petit, comment on a introduit des changements insidieux à travers de plus en plus, justement, un travail au domicile des patients, des changements insidieux qui font qu'on pénètre dans l'intimité des patients. Et je pense à l'intervention de la 3e intervenante ce matin qui parlait, enfin moi ce que j'appellerais des interstices dans le soin, qui sont vraiment les espaces d'entre-deux dans le soin qui sont vraiment nécessaires. On peut se poser la question de comment ça peut exister à domicile, justement ces interstices, pour travailler sur des projets de soins avec nos patients. Bon, voilà, je vais passer la parole immédiatement à Mathias pour qu'il intervienne plus sur l'angle juridique. Merci. Donc, bonjour à tous. On a donc déjà évoqué ma spécialité, je suis juriste.
au sein d'une équipe de recherche en droit et au sein de l'équipe de santé de la MRSH. Et on m'a demandé, donc, proposé de venir parler aujourd'hui de la question du domicile et des soins. Alors, j'ai présenté les choses ainsi. Il me semble qu'au plan de vos préoccupations à vous, le domicile intervient à l'heure actuelle de plus en plus dans un grand nombre de cas, et je dirais dans un grand nombre de configurations, et qu'à ce titre-là, l'irruption dans vos pratiques de la notion de domicile requiert une certaine forme de balisage, que d'une certaine manière, j'ai envie de dire, on m'a peut-être demandé d'apporter aujourd'hui, mais je vais être navré, je ne pourrai pas le faire. Ou plus exactement, je vous donnerai une série de balisages, mais qui ne seront pas forcément toujours d'une grande efficacité. J'entends par là que la notion de domicile dans les activités de soins est souvent conçue comme une espèce de notion moniste, on dit le domicile, alors qu'en réalité on va voir que pour les juristes il n'y a pas le domicile, il y a différentes manières de concevoir la notion de domicile. C'est ce que je vais essayer d'articuler aujourd'hui. Dans un premier temps, vous présentant un petit peu en gros la diversité de la notion de domicile, et dans un second temps ensuite j'essaierai de vous présenter quelques problématiques opérationnelles sur cette question du domicile en faisant un gros plan sur deux cas particuliers, qui sont d'une part le cas du domicile de la personne âgée qui est en EHPAD. Où est son domicile? Quelle protection peut-on ou doit-on lui accorder? Et dans un second temps, je passerai plutôt à la question de la maladie mentale en parlant des évolutions que la loi du 5 juillet 2011 a introduites à propos du domicile. Alors, donc pour dégrossir un petit peu la question, je vais commencer par aborder le domicile et les notions voisines au plan juridique, exclusivement au plan juridique, bien sûr. Alors, je vais vous parler de quatre notions qui sont le domicile, la résidence, l'habitation, le logement. Je pourrais encore en ajouter d'autres, le droit en connaît encore quelques-unes, qui sont par exemple la demeure, l'adresse aussi. Disons que je vais contraindre un tout petit peu mes investigations, parce que sinon ça me prendrait trop de temps. J'ajoute également que les définitions que je vous donne pour chacune de ces notions, malheureusement, sont parfois susceptibles de variation, à chaque fois. Le droit, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, n'est pas cohérent, n'est pas toujours cohérent, et qu'il est parfois possible sur un même sujet d'avoir des fois des raisonnements contradictoires, sur une même notion. Mais je vais essayer de vous présenter à chaque fois, disons, la notion telle qu'elle est le plus souvent envisagée, ou le plus généralement envisagée. Alors pour ce qui est du domicile, tout d'abord, c'est la notion la plus classique du droit, au sens où elle est formulée depuis très longtemps par le Code civil, qui est entré en vigueur en 1804, et le Code civil le définit, donc la définition traditionnelle du domicile, c'est l'article 102 du Code civil, je cite, « Le domicile de tout Français, quant à l'exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement. » Alors, j'indique tout de suite que vous ne voyez pas là-dedans de référence à des choses qui vous paraîtraient peut-être toutes spontanées. Le domicile, c'est le lieu où on a ses affaires, où on vit avec sa famille, etc. Dans le Code civil, tout ça n'est pas en jeu. Pas en tout cas au titre du domicile, parce que le domicile, c'est une notion dans le droit civil qui est purement juridique. C'est, je cite deux auteurs, Aubry et Hérault du XIXe siècle, dans un ouvrage qui s'appelle Droit civil français, c'est la relation, c'est la définition qu'on en donne ici, enfin, l'illustration aussi la plus classique qu'on donne, la définition la plus classique, relation existant entre une personne et le lieu où elle est toujours censée être présente quant à l'exercice de ses droits et quant à l'accomplissement de ses obligations. En d'autres termes, on y reviendra, une espèce de fiction qui consiste à créer un lien entre un individu et un lieu au regard de la loi. Je ne dirais pas plus pour l'instant, mais on verra qu'ensuite cette définition, enfin cette notion de domicile dans d'autres circonstances peut recevoir une autre définition et donc recevoir un contenu différent, mais je les verrai tout à l'heure. Deuxième notion, assez rapidement, la résidence, qui n'a pas de définition dans les textes, mais des auteurs comme Gérard Cornu, l'auteur d'un vocabulaire juridique de référence, la désigne comme le lieu où une personne physique demeure effectivement d'une façon assez stable, mais qui peut n'être pas son domicile et auquel la loi attache principalement, subsidiairement ou concurremment avec le domicile, divers effets de droit. Il s'agit donc là d'une notion qu'on peut qualifier de factuelle, qui consiste à dire c'est l'endroit où la personne se trouve le plus généralement, et pendant un certain temps. La résidence sert souvent
d'éléments constitutifs au domicile. Je veux dire par là que, en général, en droit, les gens ont leur domicile à l'endroit où ils résident. Mais pas toujours. Pas toujours, notamment parce que, eh bien, il y a des personnes qui ont ce qu'on appelle un domicile légal, qui ne correspond pas du tout à leur résidence. Je vous donne un exemple, les juges sont domiciliés au tribunal du lieu d'exercice de leurs fonctions. On appelle les fonctionnaires nommés à vie. C'est principalement, pas exclusivement, mais principalement le cas des juges. Troisième notion, l'habitation, qui est définie par rapport à la résidence comme le lieu où la personne vit effectivement à un moment donné, mais même de manière occasionnelle. C'est là aussi une notion factuelle. C'est-à-dire qu'on tient compte du fait qu'à un moment donné, même s'il est assez bref, une personne peut habiter à un certain endroit sans pour autant y résider de manière habituelle et sans pour autant, encore plus, que ce soit son domicile. Et l'habitation est notamment un élément de détermination de la résidence. En gros, c'est, je dirais, l'habitation habituelle qui fait la résidence. Je vous donne un exemple d'utilisation de cette notion dans le Code civil, c'est l'article 74 qui prévoit que le mariage sera célébré dans la commune où l'un des deux époux aura son domicile ou sa résidence établie par un mois au moins d'habitation continue à la date de la publication prévue par la loi. Dernière notion, c'est le logement. Le logement, alors là aussi, il a pas mal de définitions, je dirais concurrentes en fonction du domaine du droit. Moi, je l'aborderai principalement dans le contexte du droit civil. Le logement, c'est le lieu dans lequel la personne, qu'elle soit propriétaire, locataire ou occupante à titre gratuit, a ou avait pour habitude de vivre et y a placé ses affaires personnelles, ce qui lui procure un refuge, tant physique que psychologique. Et cette notion, si vous êtes par exemple des professionnels de la prise en charge des personnes âgées, de manière générale des personnes en situation de ou bien des personnes en situation de handicap psychique, vous l'avez peut-être vu survenir dans le cadre des mesures de tutelle ou de curatelle, puisque à ce propos, l'article 426 du Code civil lui fait produire un effet. Alors c'est une notion subjective, j'entends par là, c'est-à-dire que c'est l'idée de, voilà, c'est d'une certaine manière le repère de la personne. C'est son lieu qu'elle a, je dirais, investi de sa propre identité. Et l'article 426 du Code civil, par exemple, procure une certaine protection au logement du majeur protégé lorsque celui-ci doit faire l'objet d'un placement dans une institution. L'article 426 du Code civil prévoit que néanmoins il faut essayer de conserver le logement du majeur à sa disposition le plus longtemps possible. Voilà pour ces quatre notions, très rapidement, j'en suis navré, mais c'est inévitable, très rapidement, dont le portrait a été très rapidement brossé. Alors maintenant, j'ai abordé dans un second temps, eh bien, je dirais la problématique qui est inhérente maintenant à l'utilisation, à l'emploi de la notion de domicile. Ou les problématiques. Mais je dirais que ces problématiques peuvent se résumer en une seule, quasiment. C'est l'absence d'unicité de la notion de domicile. C'est-à-dire qu'il n'y a pas en droit un domicile. J'entends, je précise les choses. Chaque personne a, d'une certaine manière, un domicile au sens du Code civil, mais on va voir qu'elle peut avoir d'autres domiciles que le domicile du Code civil. C'est ça que je veux dire. Donc j'entends par là que, en réalité, le domicile du Code civil, c'est une forme de fiction juridique. Au sens du droit civil, le domicile, ça sert simplement à identifier un lieu dans lequel une personne peut avoir à répondre de ses obligations. Je vais simplifier, en gros, c'est le lieu dont va dépendre, par exemple, la compétence juridictionnelle du tribunal. C'est le lieu dont va dépendre, par exemple, l'ouverture de la succession en cas de décès d'une personne. C'est le lieu qui va permettre d'identifier toute une série de règles, la mise en œuvre le lieu de la mise en œuvre de toute une série de règles qui sont relatives à la personne et je dirais à ses intérêts au plan légal. Donc ça sert à créer un lien entre une personne et un lieu pour localiser ses intérêts d'un point de vue légal, mais il peut s'agir ne pas s'agir de l'endroit où la personne réside réellement. Je vous en ai donné un exemple tout à l'heure, avec le magistrat, le juge qui ne réside pas forcément au lieu où ils sont domiciliés. Et je veux dire par là que
cette définition du Code civil n'est pas générale à toutes les situations où la notion de domicile intervient dans les textes juridiques. Et je vais vous donner un exemple qui est assez connu, c'est le domicile du droit pénal. En droit pénal, le domicile, c'est tout lieu occupé de manière effective par une personne dès lors qu'elle a le droit de s'y dire chez elle, quel que soit le titre de son occupation. Une position régulièrement réitérée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation. C'est une notion qui trouve un sens comparable dans l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, qui prévoit, je cite, que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Et donc je veux dire que dans ce contexte-là, la fonction du domicile est différente du droit civil et donc son sens est différent également. Je veux dire qu'il ne s'agit plus ici de localiser le siège des intérêts d'un individu au regard de la loi, mais de protéger l'intimité d'un lieu privé contre les intrusions commises par des tiers. Et là, on peut penser à deux types de tiers, de grandes catégories de tiers, qui sont d'une part l'État, de manière générale l'autorité publique, donc protection contre les intrusions commises par l'autorité publique, et c'est tout ce qui entraîne la réglementation des perquisitions au domicile d'une personne. Et ce sont également les intrusions commises par des personnes privées, et là je fais référence à l'infraction de violation de domicile, donc qui punit d'un an de prison, si ma mémoire est bonne, et de 15 000 € d'amende, quelqu'un qui pénètre sans son consentement au domicile d'autrui. Et dans ce contexte-là, la notion de domicile prend un sens très différent. Peut constituer un domicile un lieu qui n'est pas au sens du Code civil. Une résidence secondaire, au sens du Code civil, ça n'est pas un domicile. C'en est un, en revanche, au sens du Code pénal. De même, peut constituer un domicile tout lieu qu'une personne a investi pour l'occuper de manière privative, même à titre provisoire, et quel que soit le titre sous lequel elle le fait, quel que soit le titre juridique. Et là, je veux dire qu'on a de la jurisprudence ayant indiqué que, par exemple, peut constituer un domicile, une chambre d'hôtel ou une chambre d'hôpital. Principalement dans le contexte d'une protection de l'intimité de la personne. Dans les deux cas, c'était des personnes qui s'étaient introduites dans ces chambres, soit d'hôtel, soit d'hôpital. Pour la chambre d'hôpital, c'est un arrêt qui est un petit peu connu, puisque c'est un côté un petit peu people, c'est l'arrêt Chantal Nobel, qui avait été photographié sur son lit après des blessures subies dans un accident de la route, par un photographe d'un journal à scandale. Donc il y avait eu des poursuites pour différents titres, et notamment pour violation de domicile. La condamnation, la qualification a été retenue et la condamnation a été prononcée. On a même vu une décision, même si la Cour de cassation là-dessus est plus réservée et n'est pas dans le même sens, mais on a vu une décision de Cour d'appel qui a qualifié de domicile une cellule de prison. Bon, c'est une position isolée, et c'est arrivé. Alors maintenant, question, quelle définition retenir en matière d'activité de soins? Bien, je suis navré, il n'y en a pas une. Il y en a plusieurs possibles, et ça dépend du contexte. Donc la notion de domicile, elle est souvent en jeu dans les activités de soins, mais elle ne correspond pas toujours à la même réalité juridique. Tout dépend de la question posée, des faits de l'espèce, de la finalité, et c'est important, du texte qui emploie la notion de domicile. Parce que, en fonction, en gros, de ce à quoi sert le texte, on n'interprète pas la notion de la même manière. Ça, c'est classique en droit. Vous pouvez prendre une même notion qui pourrait avoir des sens différents en fonction de la finalité du texte. Je prends la notion très classique de nuit. On imagine tout ce que c'est que la nuit. Le droit emploie souvent la notion de nuit. Pour, par exemple, réprimer le tapage commis de nuit, ou pour réprimer les gens qui n'allument pas leur feu la nuit, quand ils roulent en voiture. Mais la notion de nuit va s'interpréter différemment selon le texte dont il s'agit. Si jamais c'est la nuit pour la circulation routière, ça commence au moment où le jour tombe, ou en gros, on n'y voit plus. Si c'est la nuit pour tapage nocturne, contrairement à ce qu'on croit, c'est pas 22 h, mais enfin c'est pas marqué dans le code en tout cas, enfin c'est le moment où les gens globalement vont se coucher après une dure journée de travail, qui correspond grosso modo effectivement à 21 h, 22 h. Donc vous voyez, en fonction des périodes de l'année, c'est pas le même moment, et en fonction du texte, c'est pas le même type d'interprétation. C'est pareil. La notion de domicile ici ne s'interprète pas de la même manière selon les textes, parce que les textes n'ont pas la même finalité. Alors, je vais vous parler, bien dans un troisième temps, de ces deux hypothèses que j'ai voulu identifier, isolées, qui sont d'une part, je dirais le fait que parfois, le lieu des soins devient le domicile, et là je vous parlerai du cas des EHPAD, et inversement, des fois, le domicile devient le lieu des soins. Et là, je vous parlerai de la loi de juillet 2011.
Pour la première hypothèse, le lieu des soins devient le domicile. On sait qu'à l'heure actuelle, les lieux de soins tendent à devenir parfois le lieu de vie de l'individu. On prend l'exemple des appartements thérapeutiques. Donc je ne peux pas vous parler tellement plus parce que je ne la connais pas tellement cette situation-là et elle n'a pas donné lieu vraiment du contentieux pour l'instant. Le juriste connaît la partie immergée de l'iceberg de la réalité sociale qui est ce qui arrive avec la connaissance du juge. Alors tous ces lieux, et je prendrai le cas de l'EHPAD, peut-on les considérer comme des domiciles, ces lieux de vie où le soin, ces lieux de soins qui deviennent également des lieux de vie. Et je prends le cas des EHPAD. La question s'est posée de manière récurrente, on a eu pas mal de jurisprudence sur le point de savoir si la chambre du pensionnaire d'un EHPAD peut être considérée comme son domicile. Et la réponse est variable. Ça dépend encore une fois du texte. Si l'on parle du domicile au sens du Code civil, ça dépend du texte et, je dirais, de l'espèce, de la situation d'espèce. Si l'on parle de son domicile au sens du Code civil, la réponse est fonction des circonstances de chaque situation. Première chose, si la personne est sous tutelle, je vous l'ai déjà dit, de toute façon, son domicile au sens du Code civil, c'est chez son tuteur. C'est la loi qui le prévoit, il ne peut pas en être autrement. Tout simplement parce qu'à partir du moment où elle est sous tutelle, la personne n'exerce plus elle-même ses droits, c'est son tuteur qui les exerce à sa place, et par voie de conséquence, c'est lui, par exemple, qui recevra les notifications officielles, les assignations, et de manière générale, qui effectuera, en tant que la personne est domiciliée en ce lieu, tous les actes juridiques qui sont liés à cette situation, qui sont liés à la situation de la personne. En dehors de la tutelle, ça dépend. Ça dépend de savoir si, par exemple, la personne a manifesté son intention de faire de l'EHPAD son principal établissement, au sens du Code civil. Mais ça, je ne peux pas vous le dire d'avance, ça dépend des circonstances de fait. Si, par exemple, comme le prévoit le Code civil, on a protégé autant que possible le logement de la personne, si elle est, par exemple, sous curatelle, on a conservé son logement, mais elle est sous curatelle. Alors, quand on est sous curatelle, on choisit encore son domicile soi-même. Eh bien, si la personne a souhaité conserver son logement antérieur tout en étant placée en EHPAD, tout en résidant en EHPAD, eh bien, on peut considérer qu'elle a souhaité conserver son domicile originel. Et l'EHPAD n'est pas encore son vrai domicile, son domicile, je dirais, véritable. En revanche, si elle n'a plus son ancien logement, eh bien, à ce moment-là, il lui faut bien un domicile. Et il n'y a pas le choix, il n'y a plus que l'EHPAD qui peut en faire office. Donc, je dirais, vous voyez, tout dépend vraiment de la situation de fait. Là, je ne peux pas vous donner une réponse générale. Ensuite, deuxième chose qui s'est présentée, la question s'est posée à propos de l'article 241-10 du Code de la Sécurité sociale, qui exonère de cotisations patronales les prestations d'aide à domicile pour les personnes âgées. Et la question s'est posée pour des établissements qui ont souhaité bénéficier de cette exonération de cotisations patronales. Alors je vous passe tout le contentieux parce qu'il y en a eu pas mal. Pour aboutir, le raisonnement qui est tenu, c'est-à-dire ces personnes âgées qui résident en EHPAD, ben, c'est devenu leur domicile. Donc toutes les prestations d'aide à leur domicile doivent être exonérées de cotisations patronales. La Cour de cassation, lui, elle a statué, alors je passe les détails parce que le raisonnement de la Cour de cassation est assez tortueux, et on est dans des espèces de distinguos bizarres entre domicile collectif, domicile privatif, qui est, excusez-moi, un petit peu bidon, mais qui sert juste en fait à justifier une solution dont on va voir qu'elle s'explique par la finalité du texte. La Cour de cassation a dit non, ce n'est pas le domicile au sens de ces personnes, au sens de l'article 241-10 du Code de la Sécurité sociale. Pourquoi? Parce que la finalité de ce texte, c'est d'offrir des facilités pour maintenir la personne dans son ancien logement aussi longtemps que possible. Et donc à partir du moment où on la déplace en EHPAD, ben, on n'est plus dans la même finalité, on n'est plus dans le même objet, ça ne correspond plus à l'objet du texte. Donc, voilà, ça n'est pas, de ce point de vue-là, le domicile de la personne. Et donc ça ne peut pas bénéficier de l'exonération de cotisation patronale. Troisième sens du Code pénal, là j'ai envie de dire, ça ne fait aucun doute. Au sens du Code pénal, la chambre d'un pensionnaire d'EHPAD est bien son domicile, ça ne fait pour moi strictement aucun doute. Tout lieu dans lequel la personne est en droit de se dire chez elle peut constituer un domicile. Et là, je veux dire, il y a des multitudes d'indices. Je vous ai déjà donné le cas des chambres d'hôtel ou d'hôpital. On peut aussi raisonner en prenant les recommandations de l'ANESM relatives à l'accueil des personnes âgées dans les EHPAD, qui soulignent bien qu'il s'agit d'accompagner la personne dans l'appropriation du lieu pour qu'elle en fasse son chez soi. Bon, ben voilà. Pas entrer dans tous les détails de l'explication, mais ça ne fait aucun doute. C'est bien un domicile qui, à ce titre-là, est protégé contre les intrusions commises par les tiers.
des intrusions indues illégitimes commises par les tiers, que ce seraient des personnes ou autres extérieures à l'établissement, ou que ce serait aussi, pourquoi pas, un officier de police judiciaire qui voudrait venir fouiller la chambre. Ceci dit, ça ne veut pas dire que cette reconnaissance d'un domicile offre à la personne une totale maîtrise des lieux. Je souligne par exemple que la personne en EHPAD n'est pas locataire. Et ça, la jurisprudence là-dessus est assez nette. Elle n'est pas locataire. Le contrat qui l'unit à l'EHPAD, c'est un contrat de prestation de service qui ne lui offre pas le statut de locataire et donc qui ne lui offre pas de protection au titre de la trêve hivernale, par exemple. La Cour de cassation l'a dit en 1998. Deuxième chose, le règlement de fonctionnement de l'EHPAD qui a une valeur juridique incertaine, enfin bon, qui je dirais d'une certaine manière donne des guides. Le règlement de fonctionnement de l'EHPAD peut poser des limites au caractère privatif de l'usage des chambres et prévoir que le personnel peut y entrer pour les nécessités du service. Alors il faut que les atteintes à ce caractère privatif soient proportionnées aux nécessités du service. Il ne faut pas prévoir de limitation vexatoire, j'entre quand je veux, à tout moment, comme je veux, pour la raison que je veux. Mais on peut prévoir des limitations qui auront valeur obligatoire pour le pensionnaire. Voilà ce que je voulais vous dire au titre de ces situations où le lieu des soins devient le lieu de vie et donc peut devenir le domicile. Je prends maintenant la dernière situation, l'hypothèse inverse, le domicile devient le lieu des soins. Et là, je fais référence à la loi du 5 juillet 2011. Alors, pour diverses raisons, on le sait, on les a évoquées ce matin, vous avez entendu pas mal de personnes en parler, M. Gory en a touché 2 mots, mais d'autres personnes aussi. Pour différentes raisons économiques, sociologiques, les soins tentent de nos jours à sortir des institutions pour entrer au domicile des individus. C'est pas l'hospitalisation à domicile de toute façon qui suscite vraiment des contentieux ou des problèmes contentieux au plan juridique. Et là, ici, le domicile, tel que ce texte emploie la notion, est à prendre au sens de lieu de vie de la personne hors de l'hôpital, mais pas forcément au sens du domicile du code civil. C'est vraiment la question de savoir à quel endroit elle vit lorsqu'elle n'est pas à l'hôpital. Donc ça peut être aussi synonyme de domicile au sens du code pénal, de résidence, d'habitation. C'est assez générique, en fait, hein, pour le coup. À ce titre-là, la loi du 5 juillet 2011, donc réformant les soins psychiatriques, a prévu que la prise en charge peut avoir lieu sous une forme autre que l'hospitalisation complète, et je précise le texte, notamment sous forme de soins à domicile. Et là, la question s'est posée, lorsque la loi est entrée en vigueur, de savoir quel était le régime juridique applicable à ces soins à domicile. Alors je vous passe les détails des discussions, des controverses, mais pour les illustrer très simplement, première question. Est-ce que par exemple on peut pénétrer au domicile du malade sans son accord, à partir du moment où, je vous rappelle, on désigne souvent les soins psychiatriques, ordonnés au titre de la loi du 5 juillet 2011, comme des soins sans consentement. Ceci dit, c'est une erreur, parce que le texte ne les désigne pas officiellement comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on peut pénétrer au domicile du malade sans son accord pour lui administrer les soins qui lui sont nécessaires? En 2011, le texte n'était pas explicite sur ce point. Deuxième question, si on répond oui à cette question, est-ce qu'il faut y voir une ingérence excessive dans la vie privée du malade et donc une loi qui serait contraire à l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme? C'était ce que, en substance, la Commission consultative nationale des droits de l'homme avait dit un peu avant l'entrée en vigueur de la loi, en soulignant en gros que la loi risquait d'être non conventionnelle, non conforme à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, et ça pouvait entraîner des complications juridiques, et ça posait de toute façon un problème axiologique au titre de la protection de l'intimité de l'individu. Alors, le Conseil constitutionnel a tranché cette question dans une décision du 20 avril 2012, indirectement, en indiquant que la loi pose une obligation de soins qui passe sur le malade, mais, je cite, n'autorise pas l'exécution d'une telle obligation sous la contrainte. Et c'est confirmé par la loi qu'on a évoquée ce matin, qui vient d'entrer en vigueur, la loi du 29 septembre 2013, enfin, qui vient d'être adoptée, en tout cas, je ne sais pas si elle est déjà entrée en vigueur, mais au plus tard, elle devrait entrer en vigueur demain, normalement, puisque c'était la date limite qu'avait donnée le Conseil constitutionnel pour son entrée en vigueur. Donc, en gros, la loi reprend la formule en disant que les mesures d'hospitalisation autres que l'hospitalisation complète, dont y compris nos soins à domicile, donc, en gros, ce qu'on appelle aussi, de manière générique, les soins ambulatoires sans consentement, les programmes de soins aussi, ne peuvent faire l'objet, je cite, d'aucune mesure de contrainte. Bon. J'entends par là que tout acte pratiqué sur le malade, hors le cas d'hospitalisation complète, en cas d'hospitalisation complète, ne peut donc avoir lieu en cas d'opposition du malade, et doit donc recevoir son consentement
au moins tacite. Vous voyez à quelle forme de paradoxe juridique on arrive. Il s'agit de soins psychiatriques sans consentement qui nécessitent le consentement de l'individu. Alors de quel consentement s'agit-il, ceci dit? La loi ne dit pas, ceci dit, qu'il faut le consentement, mais en même temps elle y revient, parce que la loi elle dit pour les programmes de soins, il faut donner une information au malade, comme pour tout malade de toute façon. Il faut aussi, je cite, s'efforcer de recueillir son avis. Autre manière de dire qu'elle a le droit de dire elle n'est pas d'accord ou elle est d'accord. Et enfin, la loi dit, de toute façon, ensuite on ne peut mettre en œuvre aucune mesure de contrainte. Quand on met tout ça bout à bout, concrètement, la loi nous dit implicitement qu'il faut recueillir le consentement de l'individu. Il n'y a pas de choix. En gros, on ne peut pas aller chercher chez lui par la force, rentrer chez lui par la force, lui donner ses médicaments, on ne peut pas l'amener de force à ses consultations au CMP, c'est pas possible. Ou bien exactement, on peut ne le faire que s'il est d'accord. Voilà. Ah, mais de quel consentement s'agit-il? Je vous rappelle que normalement c'est un consentement qui est théoriquement impossible, notamment la loi prévoit bien pour les personnes qui sont placées en soins, admises en soins sur demande d'un tiers, qu'il s'agit de personnes qui sont hors d'état de consentir aux soins. Qu'est-ce que ça signifie d'appeler un consentement de personnes qui sont hors d'état de consentir aux soins? Bon, première question. Deuxième chose, d'autre part, la loi prévoit qu'en cas de refus de collaborer, le malade s'expose à une réhospitalisation. Alors je ne sais pas si les médecins le font, mais je vous dis juste que la loi prévoit. La loi prévoit que les médecins doivent informer, lorsqu'ils mettent en place ces fameux programmes de soins, soit ambulatoires sans consentement si préféré, qu'ils doivent informer le malade que, en gros, au cas où son comportement, je dirais, faire obstacle aux soins, eh bien, le médecin pourra demander une réhospitalisation. Donc, la loi prévoit, en cas de refus de collaborer, que le malade s'expose à une réhospitalisation. Eh bien, même si on parle d'un consentement, c'est un consentement qui ne résulte pas d'une volonté libre et éclairée, mais d'une contrainte morale. Alors, la loi dit qu'on ne peut exercer aucune mesure de contrainte, c'est assez hypocrite. Parce qu'en droit, contrainte, ça ne veut pas simplement dire je te prends par le col, je t'amène par la force. En droit, la contrainte peut être physique ou morale. La contrainte morale, en droit, c'est une pression. Ici, je dis, soit tu collabores, soit tu retournes en privation de liberté, parce que c'est ça l'hospitalisation complète, j'en suis navré, mais au plan juridique, c'est une mesure privative de liberté. Donc soit tu collabores, soit tu es privé de liberté, pour moi, c'est une contrainte, au plan des définitions juridiques, c'est une contrainte morale. Bon. Donc c'est bien un consentement qui est donné par la contrainte. Et à ce titre-là, vous avez des auteurs, alors la doctrine juridique est divisée, il y a des auteurs qui disent mais non, c'est pas, enfin, exactement, ça ne vicie pas le consentement, ça ne l'altère pas, parce que je passe les détails, mais on considère que quand une violence est exercée dans un but légitime, à partir du moment où on considère que l'État a le monopole de la violence légitime, eh bien, il n'y a pas, je dirais, d'altération de l'entièreté, de l'intégrité du consentement. Bon, ça c'est certains auteurs, les uns et les autres, qui disent, mais non, c'est une illusion de consentement, il faut arrêter de se raconter des histoires, même s'ils n'utilisent pas raisonnement à propos de la loi de 2011, mais à propos d'un autre cas que j'évoquerai juste après, qui est l'injonction de soins. Alors, moi j'ai envie de dire, on arrive à une situation, et j'en terminerai par là, qu'on peut qualifier en réalité non plus de soins sans consentement maintenant, mais de soins sur consentement ordonné, en réalité. Dans la mesure où, ben voilà, on dit à la personne, tu as le choix. Tu collabores ou tu ne collabores pas. Bon, si tu collabores, c'est bien pour toi, tu restes dehors. Si tu ne collabores pas, tu sais ce qui se passe. Donc c'est plus le soin qui est ordonné, vous voyez, qui est contraint, c'est le consentement qui est contraint d'une certaine manière. Et tout ça, ça participe, alors, Roland Garry et d'autres, on en parlait ce matin, d'une évolution plus générale sur l'évolution des modes de contrôle social, qu'on décrit maintenant comme un contrôle, alors, on n'a pas utilisé le mot ce matin, mais c'est ce que disent certains auteurs, on décrit comme un contrôle social post-disciplinaire, dont on peut dire qu'il a deux caractéristiques, c'est-à-dire qu'il aboutit à une surveillance, il vise à mettre en place une surveillance dont l'efficacité repose sur l'autocontrôle, par construction de l'adhésion du sujet à ce qu'il contraint. C'est-à-dire par là, ouais, on donne le choix, tu as une espèce de contrat, c'est une forme de proto-contractualisation du soin, et qui vise en gros à dire, ben, puisque tu as donné ton consentement, alors je ne dis pas que c'est ça en pratique, moi je ne sais pas comment ça se passe en pratique, je ne suis pas psychiatre, je ne suis pas soignant, moi je présente quelque chose, disons tel qu'elle ressort de l'esprit des textes. Enfin, c'est un petit peu à ça que ça aboutit. Tu as accepté, donc finalement, eh bien, voilà, tu adhères aux soins. C'est vrai qu'on sait que de toute façon, des soins en milieu ouvert, ça ne marche vraiment que si la personne y adhère, sinon c'est pas la peine, ça ne fonctionne pas. Je ne parle pas de l'efficacité pratique du genre de dispositif. Là-dessus, je ne me prononcerai pas. Et dernière chose, on aboutit à un brouillage des catégories traditionnelles de la réflexivité moderne, y compris, mais pas seulement
la réflexivité juridique. Qu'est-ce qui est le dedans, qu'est-ce qui est le dehors, qu'est-ce qui est le consentement, qu'est-ce qui est le non-consentement, qu'est-ce qui est la liberté, qu'est-ce qui est la contrainte. Je crois que tout ça, qu'on pensait autrefois en termes d'opposition, on ne peut plus les penser en termes d'opposition. C'est en ça qu'on parle du nouveau contrôle social, je dirais qui repose sur des paradigmes différents, qu'on peut associer à l'émergence de la postmodernité plus globalement. Et j'en resterai là sur ce bout. Merci. Merci beaucoup pour ton intervention. C'est vrai que ça répondait tout à fait aux questions qu'on se posait en préparant l'atelier et ça aborde vraiment les questions de fond. C'est toujours assez impressionnant, je ne sais pas vous, mais depuis quelques années, au fond, les institutions se sont un peu ouvertes, notamment les hôpitaux. Eh bien, on est assez intéressé à ce que les juristes viennent nous dire, au fond, qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Vous savez tous que il y avait une sorte de puissance dans les hôpitaux qui disait que les règles, on avait l'impression qu'on pouvait nous les donner, les inventer, les manipuler, etc. Et c'est vrai que depuis quelques temps, on est de plus en plus intéressé à l'intervention comme ça, aux commentaires des juristes qui viennent nous dire au fond qu'est-ce que c'est que la loi commune et vous, dans quelle situation vous êtes par rapport à la loi commune, quoi. Et je trouve ça tout à fait intéressant à chaque fois, et ça rend un peu perplexe même de se rendre compte que les pratiques avec lesquelles on travaille depuis très longtemps sont parfois des choses où le droit peut nous renvoyer qu'on est en difficulté depuis très longtemps et qu'on ne le savait même pas. Alors, je ne connais pas particulièrement ce que vous pourrez. Les gens qui se font domicilier, qui n'ont pas forcément de domicile et qui se font domicilier dans des CAF. Ils ont une adresse, quoi, en fait. C'est juste un courrier. C'est une boîte aux lettres. C'est une boîte aux lettres. Oui, bien sûr, quand bien même ce serait un domicile au sens du code civil, ça n'aurait pas d'autre effet que de dire c'est par exemple là qu'on doit notifier des décisions de justice ou des choses comme ça. C'est pas leur résidence par exemple, c'est pas leur domicile privé au sens du code pénal, c'est pas. Donc je ne connais pas cette situation en particulier, mais je ne pense pas qu'on puisse dire que ce soit domicile même au sens du code civil, à mon sens. Mais voilà, très honnêtement, je ne sais pas. Je me ferais bien réexpliquer quelque chose qui m'a surpris. Vous dites une autre forme que l'hospitalisation complète où le patient est en soins à domicile. S'il ne veut pas venir, on ne peut pas aller le chercher. Vous êtes sûr de ça? Ah oui, j'en suis sûr, c'est marqué dans la loi, en tout cas, aucune mesure de contrainte. Je pense qu'on fait bien ça. Pas toujours. Ensuite, quand vous allez voir quelqu'un, vous lui dites mais si, tu vas venir avec nous, tu vas voir, c'est bien. C'est de la contrainte, c'est pas de la contrainte. Quand il dit, enfin, quand il dit si, c'est que tout va bien en fait. Mais quand ça va très mal, on lui dit que, il me semblait que on disait, c'est un peu quand même comme un chaud, et finalement, qu'est-ce qu'on va faire? Il va très mal, on va aller le chercher chez lui. Mais s'il se débat et qu'il refuse de vous suivre, c'est sûr qu'il ne faut surtout pas l'attraper par la force. Je ne sais pas, moi je reste avec l'idée que peut-être on n'est pas aussi clair que ça. Mais c'est mon avis. Monsieur. Je voulais faire un commentaire, non, j'ai pas les justement, quand vous intervenez, est-ce que vous pouvez juste dire un petit élément comme ça de présentation? J'ai travaillé avant la loi de 2011, dans CNP. Maintenant, j'étais pour l'association. Donc, je n'ai pas l'expérience de la mise en œuvre de cette loi de 2011. Par contre, ce que je peux dire simplement à titre d'expérience, c'est que en contrepoint de la remarque que vous avez faite, c'est qu'il y avait une sorte de difficulté que la loi ne prévoyait pas, je ne sais pas si la loi actuelle le prévoit, de la manière dont la contrainte est mise en œuvre et exécutée. Je n'ai pas de vocabulaire tout convenable. Je veux dire par là, par exemple, il y avait un gros problème pour les transports. Ouais. Ça, on le sait. C'est-à-dire, on pouvait toujours avoir un discours faisant un peu ce que vous faites, qui mettait la personne malade dans une espèce de contrainte morale. Mais physiquement, nous, on ne pouvait pas emmener les gens. Ça, manifestement, si on intervenait, on n'allait pas les extraire de leur domicile, à les faire monter dans une ambulance. Ce n'était pas notre rôle. Donc ça s'est arrêté. C'était où la police, ou les pompiers, mais ils avaient hors de ça. On va rentrer dans les détails. Alors, il faut une image d'épinal. C'est les policiers qui avaient dit qu'ils sont fondés à le faire. Ça n'exagère pas ce que je dis.
qu'il faut dire aussi avec la loi de 2011, enfin, bon, je ne dis pas qu'elle n'a rien changé, mais c'est pas une loi qui a été faite pour révolutionner la psychiatrie. C'est une loi qui a été faite, je dirais, pour prolonger une évolution qui était entamée depuis un certain temps. Parce que ces soins à domicile, ça existait déjà un petit peu sous la forme des sorties d'essai, mais c'était un autre habillage juridique. Ça existait déjà. La loi, elle a cherché, je dirais, à clarifier, et je dirais, pourquoi pas aussi à poursuivre plus loin, je dirais, l'élan qui a été ainsi initié, notamment depuis la création des secteurs dans les années 70. Je dis, là on voit bien que la philosophie est un petit peu différente encore, hein, parce que moi je note une chose aussi, bon c'est pas un petit peu en dehors du sujet, il n'y a plus de malade par exemple dans la loi. La notion de malade n'existe plus dans la loi de 2011. Maintenant il n'y a plus de... Enfin, s'il y a une occurrence ou deux encore qui traînent, je crois, mais c'est à mon avis une erreur, enfin on oublie. Partout, maintenant, on parle plus de personnes, on parle de personnes faisant l'objet des soins. Donc il n'y a plus de malades, il y a toute une série, vous voyez, la notion de guérison aussi disparaît. Alors là, en gros, pour tenir compte un petit peu d'une certaine manière voilà, du fait qu'on sait que maintenant, certaines maladies sont chroniques, il s'agit juste de gérer des alternances entre différentes phases. Voilà. Ce n'est pas une loi qui révolutionne la psychiatrie. Elle prend avec un certain nombre de choses et elle prolonge le mouvement. Oui. C'est plutôt sur la remarque que M. Goulet a parlé tout à l'heure de la clinique au lieu sur le bracelet clinique et les domiciles. Au souvenir de ça, sur le PSE, sur le bracelet clinique. Ce qu'on remarque là avec ce atelier, cette présentation, c'est que la personne sur le bracelet clinique, elle est quand même là parce qu'elle est condamnée, elle paye. Le malade est censé être là pour des soins ou pour des aides. Et au final, sur la présentation, on pourrait très bien remplacer soins par bracelet électronique et hôpital par prison, et on a exactement les mêmes présentations, les mêmes difficultés, les mêmes contraintes, le même consenti, le même consentement qui peut arracher, parce que sinon c'est la prison, c'est le bracelet hôpital, on a exactement la même présentation. On peut remplacer soins par bracelet et hôpital par prison, on a exactement la même chose. Alors, ça va même encore plus parce que je voulais en parler, puis j'ai oublié, je n'ai pas le temps non plus. L'injonction de soins, le code pénal, je ne parle pas cette fois-ci de psychiatrique. Dans le code pénal, vous avez un dispositif, vous avez sans doute entendu parler, qui s'appelle l'injonction de soins, qui est principalement, mais pas exclusivement destiné à prendre en charge les auteurs de violences sexuelles. En gros, ça consiste à condamner la personne dans le cadre soit d'un suivi socio-judiciaire, soit de différents types de mesures de probation, de libération conditionnelle, etc. Suivre des mesures de soins auprès d'un médecin traitant, le tout étant surveillé par un médecin coordinateur. Je vois ces détails. Les textes prévoient, je cite, que lorsque le juge prononce une injonction de soins, il informe la personne qu'aucune mesure de soins ne pourra être mise en œuvre sans son consentement. Et là, le mot est en toutes lettres dans les textes. Sauf que, précise le texte, le juge avertit néanmoins le condamné qu'au cas où celui-ci refuse de consentir, en gros, une mesure de privation de liberté pourra être mise à exécution. Vous voyez, là où la chose est formulée implicitement dans la loi de 2011, elle est formulée explicitement à propos d'injonction de soins. C'est-à-dire où on arrive vraiment à cette situation paradoxale où voilà, où on se pose maintenant, je veux dire là-dessus, les juristes sont en retard, je pense qu'on a des travaux, nous, à écrire, parce qu'on a beaucoup réfléchi, nous, juristes, sur les modes de formalisation du consentement. Mais on n'a pas beaucoup réfléchi, au fond, à ce que c'est consentir. Qu'est-ce que c'est que décider, dire oui, j'accepte pas, etc. Mais là, on est typiquement face à une situation, je dirais, vous voyez, de consentement ordonné, et là, en toutes lettres. Hein. Donc, ça se rapproche, de toute façon, ça se met souvent en place dans le même type de cadre processuel. Les mesures de PSEM, etc. Tout ça, ça va généralement avec. Hein. Oui, alors j'avais au fond à gauche, monsieur d'abord. Oui. Alors, c'est pour revenir un peu sur... Vous présentez juste un tout petit peu en 2 mots? Oui, alors je suis cadre de santé en fait, dans le texte. Donc, c'est pour revenir un peu voilà, sur l'intervention à domicile, on a besoin de réintégrer la personne au domicile. Et c'est vrai que j'ai eu plusieurs situations, alors avant la loi 2011 et après la loi 2011, on se retrouve devant le domicile de la personne, des médecins, des équipes soignantes des CHS, les pompiers, les ambulanciers, les polices. En fait, personne ne peut intervenir. Hein, c'est la personne, enfin, j'ai eu l'image d'un monsieur qui était au balcon, son domicile, qui ne va pas, et qui larguait un peu les gens, en disant ça va plutôt bien, vous pouvez rentrer chez vous. Et en fait, personne ne prend la décision là, de pouvoir entrer ou non au domicile de la personne. Et moi, ce que je constate quand même, c'est que ça met aussi beaucoup de tension entre les différents partenaires, dans lesquels aussi j'inclus à ce moment-là les familles. Parce que souvent, on intervient, c'est sur sollicitation de la famille, et tu vois bien que voilà, on reste 10
minutes, 15 minutes, une heure devant la porte à palabrer un peu, et puis au final, tout le monde rentre chez lui, la personne restant chez elle, parce que finalement, voilà, on est face à quelque chose qui nous empêche d'agir. C'est vraiment, au quotidien, c'est compliqué. Alors, de ce point de vue-là, la loi de 2011 ne changera rien. Peut-être même pire, parce qu'elle c'est dit en toutes lettres maintenant. Hein. Si ce n'est pas dans le cadre d'une hospitalisation complète, si la personne ne veut pas... Alors, sauf hypothèse, qui peut se produire quand même d'un péril extrême et d'une urgence. Hein. Là, pour le coup, j'ai envie de dire, si la personne n'est pas simplement sur son balcon mais est en train de menacer de sauter, là, au plan juridique, je peux vous dire, il y a des justifications qui permettent de casser la porte et d'aller empêcher de le faire. Mais si c'est juste quelqu'un qui dit je ne veux pas ouvrir, non, en droit actuel, on ne peut pas le forcer à ouvrir. Et alors, je dirais là-dessus, la loi de 2011 s'est révélée un petit peu déceptive parce qu'en plus, quand elle avait été adoptée, justement, vous parlez de la pression des familles, il faut savoir que c'est une loi qui a été pas mal faite, je ne vais pas dire pour faire plaisir aux familles, mais disons pour répondre à un certain nombre de demandes, et je crois que l'UNAFAM, avec quelques réserves, mais l'UNAFAM, globalement, était plutôt favorable à cette loi, considérant que ça permettrait, par exemple, d'intervenir plus efficacement en milieu ouvert pour des personnes qui sont rétives à suivre correctement leur traitement, qui posent des problèmes à leur famille, etc. Bon, du coup, je dirais, avec je dirais, à la fois la décision du Conseil constitutionnel et la loi de 2013, maintenant, on est un petit peu dans un retour au statu quo ante. Mais j'ai envie de dire, il ne faut pas non plus en plus accabler à la fois le législateur et le Conseil constitutionnel là-dessus. Eux, ils ont pris cette décision pour le Conseil constitutionnel, pris cette loi pour le législateur, parce que le problème, c'est qu'on est maintenant, je dirais, dans un monde mondialisé, et la France est signataire d'un certain nombre de conventions internationales qui font que, je vous dis, si on dit la personne est en liberté, mais à tout moment un infirmier peut pénétrer chez elle, voilà, il a la clé, il fait ce qu'il veut, ça pose un problème. Je suis navré, mais je ne nie pas les difficultés que ça pose aux soignants. Mais moi, je vous parle de ma logique institutionnelle de juriste. L'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme prohibe ce genre de choses. On ne peut pas dire qu'on rentre chez quelqu'un comme ça, quand on veut, comme on veut, même si c'est pour son bien. J'entends bien, ça je l'entends, mais voilà. Je dirais, c'est ça le propre du système juridique contemporain. C'est une hypersubjectivité, subjectivisation qui consiste à dire que toute personne est un individu doté de droits et d'obligations. Et d'ailleurs, vous voyez que c'est un petit peu ça aussi la logique de 2011, la loi de 2011. C'est-à-dire, je m'appuie sur les droits, tu as le droit de rester libre si tu collabores aux soins, en créant des obligations. Donc, tu dois collaborer aux soins, c'est ça, vous voyez, la contrepartie. Mais un malade mental, si la notion existe plus dans les textes à l'heure actuelle, est un individu comme un autre qui, j'ai envie de dire, tant qu'on n'a pas mis en œuvre une mesure d'hospitalisation complète, a le droit de faire ce qu'il veut chez lui. Ou ne pas faire ce qu'il veut chez lui. Au fond, monsieur. Oui, je déconne un petit peu quand j'ai entendu que la loi de 2011 nous a introduit rien du tout. Franchement, qu'elle a introduit quelque chose qui est absolument fondamental, c'est le changement. Avant, c'était l'hospitalisation qui était contrainte, aujourd'hui, ce sont les soins. C'est quand même tout à fait différent. Et qu'est-ce que c'était que l'hospitalisation sous contrainte autrefois, avant 2011? C'était décidé par les psychiatres, puisque c'est le psychiatre, uniquement une privation de liberté, puisque la malade hospitalisée en la chaude à l'époque pouvait refuser les
Ça, c'est une manière de voir les choses. Tout le monde n'est pas d'accord là-dessus. Moi, je n'ai pas de point de vue axiologique. Mais je pense que, voilà, ça a été décrit de façon assez largement sur comment, je dirais, le passage aux sociétés postdisciplinaires, c'est en gros le redressement plectrique, si j'ose dire, pour caricaturer, c'est pas ça qu'on faisait dans les hôpitaux, enfin, en gros, pour donner l'image, c'est le contrôle disciplinaire à l'ancienne, on passe le mode de contrôle plus souple, où on s'appuie, c'est vrai, sur l'autonomie de l'individu, on lui reconnaît l'autonomie, et on s'appuie sur elle pour lui dire, ben voilà, puisque tu es autonome, on te met en place un contrat, il y a des obligations et des droits respectifs. Je dis, c'est des formes de protocontractualisation, alors c'est plus doux. Ça, ceci dit, et là je suis d'accord avec vous, ça illustre bien à quel point, à mon avis, quand même, on change de paradigme progressivement. Genre, moi, je persiste à penser que, bon, sur la question de savoir que les soins sont obligés ou pas, personnellement, du point de vue juriste, je ne dis pas que ce n'est pas le cas. Je ne vois pas exactement en quoi ça correspond parce que je ne suis pas praticien. Mais ce que je veux dire, en revanche, c'est que voilà, il y a une évolution qui est assez nette et qui montre bien qu'on est vraiment passé depuis les années 70-80 et maintenant c'est très net. Voilà, une forme de contrôle social postdisciplinaire, mais c'est pas, ça ne consiste pas à dire contrôle social de toute façon qu'il y a une espèce de démurge, voilà, un type qui manipule tout derrière, marionnette, etc. C'est pas ça que ça veut dire contrôle social, hein, c'est simplement les modes de surveillance une société met en place pour prendre en charge la normalité, sans péjoration, je veux dire la maladie mentale, c'est une forme d'anormalité. Oui, au fond là-bas. Ce sera la dernière question avant l'intervention suivante. Merci. Oui, soignant. Ma question, c'est la notion de non-assistance en personne orientée. C'est la notion de soins sans consentement, voire obligation de soins, alors que dans le sans consentement, dans les certificats médicaux, on précise qu'il faut avoir un danger pour la personne. C'est ce qui justifie le soins sans consentement. Parlez tout petit peu plus fort, s'il vous plaît. Dans la loi du 5 juillet 2011, comme dans les lois précédentes, il y avait la notion dans les soins sans consentement, d'hospitalisation sous soins. Dans le certificat médical, il y avait cette notion de mise en danger de la personne. Ouais. Et comment faire le lien, la différence avec la notion de non-assistance à personne en danger? On ne peut pas intervenir. Alors, tel que ça ressort, encore une fois, ça c'est pas, je ne parle pas de la pratique, parce que je ne connais pas, malheureusement je pense à plus, tel que ça ressort des débats parlementaires, en gros, dans la loi actuelle, il faut considérer que la notion d'assistance à personne en péril est synonyme du fameux péril imminent, par exemple, qui sert à mettre en soins sans consentement, je dirais, sans demande d'un tiers et en dehors de troubles à l'ordre public. Maintenant, je vais reprendre un petit peu d'humilité. En droit, on peut poser des notions. Je dirais, il n'y a jamais que la pratique qui peut les définir correctement à un moment donné. J'entends par là que la particularité de la loi de 2011, c'est qu'elle a créé différentes gradations dans le risque. Hein. Alors, j'ai un peu de mémoire là subitement, mais enfin, en gros, il y a la situation de la personne qui a besoin de soins et d'une surveillance médicale constante. Ensuite, entre les deux, comment est-ce qu'on appelle ça maintenant? C'est le... Tout en haut, c'est le péril imminent, et entre les deux... Oui, et alors le critère, c'est pas le mot urgence. C'est la surveillance rapprochée. Alors c'est ce que ça implique, mais le critère qui sert à la mettre en place dans la loi, j'ai oublié comment il est formulé exactement. Mais bref, voilà. Sauf que quand on regarde les travaux de juristes qui se sont penchés un peu sur la question, ils soulignent bien que les différences entre toutes ces notions sont relativement, au plan juridique, forgées. Moi, juriste, je ne peux pas vous dire exactement ce qui relève de l'un ou relève de l'autre. Alors, je ne sais pas si je réponds exactement à ce que vous posiez comme question, mais... Ce que je veux dire par là, c'est que c'est des praticiens hein, qui, quand ils s'emparent des notions, concrètement, les façonnent et leur donnent un sens. Et on manque encore un peu de recul sur la loi de 2011 pour dire exactement ce que veulent dire ces différentes notions. Péril imminent, danger pour la personne, je ne sais plus exactement quel.